C'était l'un de ces matins clairs des Appalaches qui donnait à toute chose une apparence de paix trompeuse. Le genre de matinée dont le silence était un leurre, où le vrombissement de l'autoroute se mêlait au bourdonnement sourd des cigales, et où personne ne se doutait que quelque chose de terrible était sur le point de commencer. Dans les contreforts du comté de Blount, au Tennessee, le mois d'octobre s'était-elle installé. Les arbres commençaient à se parer de teintes ambrées et rouillent le long des crêtes, et les matinées charriaient ce froid vif et fumé venu des montagnes. Diane Vasquez, 26 ans, ouvrit la porte de sa petite serrurerie sur Main Street peu après 8 heures. Elle la tenait depuis près de 3 ans. C'était un modeste local d'une seule pièce, avec un mur couvert d'ébauches de clés, 2 barillets en laiton tournant lentement sur un tour, et une odeur d'huile qui ne quittait jamais vraiment ses vêtements. Tout le monde en ville la connaissait. Elle avait grandi ici, était allée au lycée Heritage et était restée après le décès de son père, reprenant l'affaire familiale alors que la plupart des jeunes de son âge étaient déjà partis pour Knoxville ou Nashville. Diane n'était pas du genre à faire des histoires. Elle était posée, polie et d'une fiabilité à toute épreuve. Le genre de personne capable de conduire 1 heure pour remplacer le peine dormant récalcitrant d'un inconnu et de refuser d'être payé plus pour cela. Cette matinée-là commença comme des centaines d'autres. Quelques habitués passèrent avant le déjeuner. L'un avait besoin d'une copie de clé pour son pick-up Ford. Un autre voulait qu'elle change les serrures d'un logement en location sur Six Mile Road. Son collègue Eddie Parsons taillait des ébauches à l'arrière lorsque le téléphone sonna, peu après 15 heures. Diane répondit. La voix à l'autre bout du fil était masculine, grave, calme, avec un accent local. Il dit s'appeler Warren, qu'il avait une cabane près de Dry Creek Road et que la serrure de sa porte principale était bloquée. Il expliqua qu'il n'arrivait pas à la verrouiller et qu'il s'inquiétait de devoir la laisser ouverte pour la nuit. Son ton n'était pas affolé, juste insistant. Si vous pouviez passer ce soir, j'apprécierais vraiment. Ce n'est pas loin de la lisière du parc. Elle nota l'adresse sur un calepin, d'une écriture penchée, les traits de crayon léger tachant le papier. Eddie se pencha par-dessus son épaule, fronçant les sourcils en voyant le nom de la route. Ce coin du comté n'était connu ni pour son trafic, ni pour ses voisins. C'était surtout une zone de cabanes de chasse et de chemins par feu envahis par la végétation qui menait aux confins des Smoky Mountains. Il lui conseilla d'attendre au lendemain, que personne ne lui en voudrait, mais Diane secoua la tête. Il n'était pas dans sa nature de laisser un travail inachevé, surtout un qui risquait de laisser quelqu'un sans protection pour la nuit. C'est bon, dit-elle, avec ce demi-sourire facile dont les gens se souviendraient plus tard. Je serai rentré avant la nuit. Shadia dit. À 15h45, elle ferma la boutique, glissa sa boîte à outils à l'arrière de son pick-up Chevy bleu de 1991 et s'arrêta chez sa mère, 2 rues plus loin. Elle lui dit qu'elle se rendait près de la crête pour une réparation et qu'elle serait de retour pour le dîner. Sa mère lui rappela de l'appeler si elle avait du retard. Diane le promit. On pense qu'elle a quitté la ville vers 16 heures. La route vers Dry Creek la fit passer devant de vastes pâturages avant de s'enfoncer dans des chemins de traverse plus étroits, des routes de gravier serpentant entre d'épaisses forêts de chênes et de pins. Alors que le soleil déclinait, l'asphalte prit une teinte argentée dans la lumière mourante
et le signal de son vieux téléphone Nokia a dû commencer à se perdre. À 18 heures, elle aurait dû être de retour. À 19h30, sa mère commença à faire les 100 pas sur le porche. Ce même porche, où plus tard, elle se tiendrait pour les interviews, tenant une photo de Diane avec des mains tremblantes. Quand Eddie passa devant la boutique vers 20 heures et vit que la lumière était toujours éteinte, il sut que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, les adjoints du shérif du comté de Blount trouvèrent le pick-up de Diane, garé sur l'accotement d'un chemin de terre étroit qui menait vers Dry Creek Road. Les clés étaient encore sur le contact. Sa boîte à outils avait disparu, mais son sac à main était toujours à l'intérieur. Le siège conducteur était légèrement avancé, comme si elle s'était penchée pour attraper quelque chose avant de sortir. Il n'y avait aucun signe de lutte, pas de sang, pas d'empreinte de pas, juste des ornières qui s'enfonçaient dans le chemin avant de disparaître entre les arbres. Ils suivirent cette route sur près d'1 kilomètre, jusqu'à une impasse où se trouvait une barrière métallique couleur rouille, du genre utilisé pour le bétail. Au-delà, c'était la forêt, et environ 200 mètres plus loin, une allée de gravier sans nom. Les habitants dirent qu'elle menait à l'une des vieilles cabanes des Haskett, une propriété privée parfois louée à des chasseurs. Lorsque les adjoints arrivèrent sur les lieux, la cabane semblait intacte. La lumière du porche était éteinte, les volets fermés. Il y avait une vague odeur de bois brûlé provenant d'un foyer éteint. Mais Diane n'était pas là. Ils ne trouvèrent aucune trace de pneu correspondant à son camion, aucune serrure forcée, aucun signe qu'elle ait jamais terminé une réparation. De retour en ville, sa disparition se répandit comme une traînée de poudre. C'était le genre d'endroit où une personne disparue faisait la une des journaux dès le lever du soleil. Des avis de recherche furent affichés dans les stations-service et les bureaux de poste. Des dizaines de volontaires se joignirent aux premières recherches, ratissant les bois avec des lampes de poche, criant son nom dans l'obscurité. Les premiers jours, le bureau du shérif travailla sans relâche. Les chiens pisteurs suivirent de son odeur sur une courte distance depuis l'endroit où son camion était garé, puis plus rien. La piste s'arrêtait net près d'un fossé de drainage, comme si elle s'était simplement volatilisée. À la fin de la semaine, les enquêteurs commencèrent à s'intéresser de plus près à l'homme qui avait passé l'appel. Ils confirmèrent que le numéro provenait d'une ligne fixe enregistrée au nom de Warren Haskett, 39 ans, un entrepreneur local connu pour être serviable mais colérique. Lors de son interrogatoire, il déclara aux inspecteurs qu'il avait bien appelé pour une porte bloquée, mais que Diane n'était jamais venue. Il affirma avoir attendu un moment, puis être allé en ville pour trouver quelqu'un d'autre, sans succès à cette heure tardive. Son ton était plat, comme s'il avait été répété, comme s'il s'était déjà raconté l'histoire plusieurs fois. Les enquêteurs notèrent immédiatement quelques détails troublants. Sa cabane correspondait à celle près de la barrière où l'odeur de Diane s'était évanouie, et il était la dernière personne à avoir admis un contact avec elle. Mais il n'y avait aucune preuve directe le reliant à un crime, seulement une coïncidence et un profond malaise. La mère de Diane passa le premier hiver à laisser la lumière du porche allumée chaque nuit. Le bruit des pneus sur le gravier la faisait se lever, espérant voir sa fille revenir dans l'allée. Mais le pick-up ne revint jamais. Le journal hebdomadaire local se mit à appeler l'affaire le mystère de la serrurière. Les gens murmuraient sur ce qui avait pu se passer là-haut. Une attaque d'animal sauvage, un enlèvement, quelqu'un de passage dans les montagnes. Mais au fond, tout le monde sentait la même chose. Quelque chose d'humain l'avait emporté.
Pourtant, alors que les semaines se transformaient en mois, les pistes s'épuisèrent. Les équipes de recherche furent dissoutes. Les montagnes redevinrent silencieuses. Pour les forces de l'ordre, il ne restait qu'un camion vide, un numéro de téléphone déconnecté et une mère qui attendait toujours qu'on frappe à sa porte, en vain. Au début du mois de décembre, les enquêteurs admirent qu'ils n'avaient plus aucune piste. Sans corps, il n'y avait pas de crime à juger. Sans suspect, il n'y avait personne à accuser. Le dossier fut classé. Et pourtant, des années plus tard, lorsque des équipes de voirie commencèrent à creuser le long de cette même portion de Dry Creek Road, elles allaient découvrir ce qui était vraiment arrivé à Diane Vasquez et prouver que la vérité avait été enterrée bien plus près que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Au début des années 2000, le nom de Diane Vasquez était devenu davantage un souvenir qu'un mystère. Les habitants du comté de Blount se souvenaient encore des avis de recherche, des battues et de la route de Dry Creek barrée pendant des semaines. Mais à mesure que les saisons passaient et que de nouveaux visages s'installaient en ville, l'histoire commença à s'estomper. La cabane où elle avait été vue pour la dernière fois resta vide pendant quelques années avant d'être vendue. Warren Haskett quitta le Tennessee peu de temps après, disant à quelques amis qu'il voulait prendre un nouveau départ dans le sud. Il vendit son matériel, ferma sa petite entreprise de construction et s'éclipsa sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Pour les anciens du coin, cela en disait long. Ici, on ne quittait pas les montagnes sans une bonne raison. En 2003, l'affaire Diane était techniquement toujours ouverte, mais pratiquement oubliée. Le dossier, épais de notes et de photographies, reposait dans une armoire métallique. La dernière entrée était une simple ligne. Aucune nouvelle piste. Ce silence, plus que tout, devint une forme de cruauté. Sa mère, Teresa, refusait de laisser mourir le souvenir. Elle gardait la photo de Diane au-dessus de la cheminée, entourée de bougies qu'elle allumait chaque soir à 20 heures, l'heure à laquelle Diane aurait dû rentrer. Elle écrivait des lettres aux enquêteurs de l'État, aux médias et même à des voyants qui prétendaient pouvoir retrouver les disparus. Elle disait aux gens qu'oublier sa fille serait sa seconde mort. Puis, en 2008, quelque chose d'étrange se produisit. Une femme nommée Cynthia Price, autrefois une amie proche de Haskett, se présenta sans prévenir au bureau du shérif. Récemment revenue dans la région, elle déclara ne pas pouvoir oublier une chose qu'il lui avait dite un soir. Selon elle, la scène s'était déroulée en 1999, environ un an après la disparition de Diane. Haskett, qui avait beaucoup bu dans un bar local, s'était penché vers elle et avait lâché. S'ils creusent cette route un jour, ils trouveront plus que du gravier. Sur le moment, elle avait pensé qu'il bluffait, mais avec le temps, ses mots avaient commencé à la ronger. Elle raconta qu'il avait ri juste après, ajoutant « J'ai enterré quelque chose assez profondément pour qu'il ne le recouvre jamais d'asphalte. » Soba dit Tom. C'est la façon dont il avait dit quelque chose et non quelqu'un qui l'avait marqué. Les inspecteurs prirent sa déposition suffisamment au sérieux pour ressortir le vieux dossier. Pour la première fois depuis près de 10 ans, le nom de Diane Vasquez réapparut sur un rapport actif. Ils réexaminèrent les scellés, les échantillons de sol, les traces de sang, les fibres de la cabane, mais tout s'était dégradé avec le temps. Les échantillons étaient trop vieux pour les tests ADN avancés qui viendraient plus tard. Le bureau du shérif fit appel à un anthropologue légiste de Knoxville. Après avoir examiné la déclaration de Cynthia et les lieux, il donna son avis.
Si un corps avait été enterré si profondément pendant 10 ans dans ce type de terrain, argile lourde, inondations fréquentes, il y avait peu de chances de le retrouver sans une excavation spécialisée. Le comté n'avait tout simplement pas le budget pour ce genre de travaux. Une fois de plus, l'enquête fut bloquée. Le procureur du district examina la nouvelle déclaration, mais affirma que cela ne suffisait pas pour rouvrir l'affaire. Sans corroboration ni preuve matérielle, cela ne tiendrait jamais devant un tribunal. Le oui-dire n'est pas une preuve. Cynthia Price déménagea peu de temps après, disant qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. L'histoire retourna au rang de rumeur, comme toujours. Au printemps 2000, l'affaire était pratiquement morte. Elle reposait dans le tiroir des affaires classées, dossier numéro 98476, mentionnant personne disparue, présumée victime d'homicide. Et c'est là qu'il est resté, prenant la poussière pendant près de 2 décennies, jusqu'à ce qu'un projet de voirie du comté ne finisse par déterrer ce que tout le monde avait manqué, enterré non pas à des kilomètres, mais juste sous la terre même qu'ils avaient foulée en la cherchant. Pendant ce temps, la vie de Haskett prenait une tournure plus sombre. Deux de ses amis les plus proches, les mêmes hommes qui l'avaient accompagné ce week-end de 1988, trouvèrent la mort à quelques années d'intervalle. L'un dans un accident de voiture près de Gadsden, en Alabama, l'autre en chutant d'un échafaudage sur un chantier. Aucun de ces décès ne fut jamais officiellement lié à l'affaire de Diane, mais la coïncidence n'échappa à personne. On disait qu'ils étaient allés chasser tous les trois ce week-end-là. On disait qu'ils en étaient tous revenus changés. En 2010, la plupart des inspecteurs d'origine avaient pris leur retraite ou avaient été mutés. Seul l'un d'entre eux, un sergent du nom de Mark Holloway, gardait encore le dossier de Diane sur son bureau. Il était entré dans la police comme simple recrue l'année de sa disparition et n'avait jamais oublié le regard de la mère de Diane lorsqu'elle lui avait demandé s'il ramènerait sa fille à la maison. Chaque année, à la date anniversaire, il se rendait en voiture jusqu'à l'ancienne cabane de Dry Creek, se garait près de la barrière et restait là, assis en silence. Il confia un jour à un journaliste que le plus difficile dans son métier n'était pas ce qu'il avait vu, mais ce qu'il ne pouvait pas prouver. Ce sont les histoires dont vous savez qu'elles sont vraies, dit-il, mais que vous ne pouvez pas toucher du doigt. Avec le temps, c'est devenu le thème de l'affaire Diane, une vérité que tous pouvaient ressentir, mais que personne ne pouvait saisir. Sa mère vieillissait, les veilleuses brûlaient de plus en plus basses. Parfois, elle parlait de Diane au présent, comme si sa fille était simplement partie pour un long voyage. Elle a toujours été têtue, disait-elle. Si elle est quelque part, elle retrouvera son chemin. Mais les années passaient et l'espoir se faisait plus silencieux. Puis, près de 20 ans après la disparition de Diane, des équipes de voirie commencèrent à planifier l'élargissement de Dry Creek Road. Il leur faudrait transformer l'ancien chemin de terre et niveler une partie de la colline près de la cabane d'origine, cette même parcelle de terrain que les adjoints avaient autrefois fouillée avec des chiens et des pelles, sans rien trouver. Personne ne le réalisait encore, mais ces travaux allaient marquer un tournant décisif. La preuve dont Haskett s'était autrefois vanté qu'on ne la trouverait jamais attendait patiemment sous cette même terre, attendant que les bonnes mains la mettent au jour. Au printemps 2017, le comté de Blount était en pleine mutation. Ce qui n'était autrefois qu'une route de campagne sinueuse, connue uniquement des habitants,
était en train d'être élargie pour devenir une véritable route à deux voies, dans le cadre d'un nouveau plan de développement visant à relier les petites communautés nichées au pied des Smoky Mountains. Pour la plupart des gens, ce n'était que le progrès. Pour une famille, cela allait devenir tout autre chose. Les travaux commencèrent à la mi-mars. De lourdes machines grondaient sur des parcelles de terre qui n'avaient pas été touchées depuis des décennies, se frayant un chemin à travers les broussailles, aplanissant les talus et creusant profondément dans cette argile du Tennessee capable de garder des secrets pendant toute une vie. Dry Creek Road, ce même sentier étroit qui avait été le cœur d'une disparition non résolue, était désormais ouvert pour la première fois depuis 1988. Le chantier se déroula sans accroc pendant les premières semaines. Puis, un mardi matin couvert, le conducteur d'une niveleuse du comté arrêta sa machine. Il était en train de niveler l'accotement extérieur près d'un virage quand il sentit la lame heurter quelque chose de solide, qui n'était pas de la pierre. Il pensa d'abord à de vieux débris, peut-être un sac poubelle enfoui ou des déchets de construction. Mais lorsqu'il descendit pour y voir de plus près, ce qu'il vit le figea sur place. Sous une couche de terre compactée se trouvait du tissu, délavé, déchiré et strié d'argile rouge. À côté, il y avait quelque chose de pâle et de cassant. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre ce qu'il regardait. Il remonta sur son engin et passa un appel. En moins d'une heure, le site était bouclé. Les adjoints du shérif arrivèrent, suivis par les enquêteurs du comté, puis par le bureau du médecin légiste de Knoxville. L'équipe de construction observait en silence le ruban de scène de crime flotter au vent. La terre fut délicatement retirée, centimètre par centimètre. Au début, peu de choses émergèrent. De petits fragments, un lambeau de jean, les restes brisés de ce qui ressemblait à une pochette à outils. Mais plus profondément dans la terre, ils trouvèrent des os humains. Les équipes d'excavation travaillèrent méthodiquement toute la journée et jusqu'au lendemain matin. Ce qu'elles découvrirent était une tombe peu profonde, d'à peine plus d'un mètre. Le squelette était partiellement affaissé, la cage thoracique déformée par des années de pression du sol. Les restes étaient liés aux chevilles et aux poignets avec ce qui semblait être du fil électrique, rouillé mais encore reconnaissable. À proximité, les enquêteurs récupérèrent plusieurs objets. Une montre-bracelet corrodée, un morceau de flanelle déchiré et, juste sous la cage thoracique, un petit porte-clés en laiton. La gravure était faible, mais toujours lisible. Divi Locksmithing. La prise de conscience se propagea en silence au sein de l'équipe. Tout le monde sur le site connaissait l'histoire, celle de la serrurière disparue dans cette même zone 19 ans plus tôt. Certains des adjoints les plus âgés avaient même participé aux recherches initiales. Pendant plusieurs minutes, personne ne parla. Le seul son était le bourdonnement du générateur alimentant les projecteurs. Les restes furent soigneusement retirés et transportés au Centre d'anthropologie légale de l'Université du Tennessee à Knoxville, réputé pour son expertise dans la récupération de corps inhumés de longue date. Là, les anthropologues commencèrent le processus de reconstruction. Malgré les années passées sous terre, les os étaient en assez bon état. Les premières analyses confirmèrent qu'ils appartenaient à une jeune femme, estimée à environ 25 ans au moment de sa mort. Sa taille et sa structure osseuse correspondaient au dossier médical de Diane, mais ce furent les objets personnels qui rendirent l'identification irréfutable. Le porte-clés en laiton n'était pas une simple coïncidence. Il avait été fait sur mesure,
faisant partie du premier lot que Diane avait commandé à l'ouverture de sa petite serrurerie en 1995. Seuls 5 avaient été fabriqués. L'un avait été retrouvé dans son sac à main le jour de sa disparition, un autre dans sa camionnette. Celui qui était enfoui dans la terre n'avait jamais été retrouvé. Les équipes scientifiques commencèrent à analyser le sol du site et les matériaux environnants à la recherche de micropreuves. En quelques jours, elles confirmèrent que la période approximative de l'inhumation correspondait à la fin de l'automne 1998, la même fenêtre temporelle que la disparition de Diane. La couche d'argile qui recouvrait sa tombe s'était naturellement durcie avec le temps, la scellant et la rendant indétectable en surface. Cela expliquait pourquoi les chiens cadavres avaient perdu sa piste 2 décennies plus tôt. La nouvelle se répandit rapidement dans le comté de Blount. Lorsque les informations du soir annoncèrent l'affaire, le titre disait simplement « Des restes découverts sur Dry Creek Road pourraient être liés à une femme disparue en 1998. » Le nom n'était pas encore officiel, mais tout le monde savait déjà. Le lendemain matin, le shérif David Langley se rendit personnellement à la petite maison en périphérie de Maryville, où vivait encore la mère de Diane. Elle avait alors 72 ans, frêle, silencieuse, allumant toujours la même bougie chaque soir sur la cheminée, sous la photo de sa fille. Quand on frappa à sa porte, elle sembla déjà savoir ce que cela signifiait. Les voisins dirent plus tard qu'elle n'avait pas pleuré tout de suite. Elle est restée là, à écouter, les mains tremblant contre le cadre de la porte. Le shérif resta avec elle près d'une heure. Quand il partit, elle sortit et s'assit sur le porche. Elle ne parla pas aux journalistes ce jour-là, mais un ami de la famille raconta au Daily Times ce qu'elle avait dit après son départ. « Ils l'ont trouvé, murmura-t-elle. Mon bébé est enfin à la maison. » À Knoxville, les anthropologues légistes s'efforçaient de déterminer la cause du décès. Les os présentaient des signes de traumatisme périmortem, notamment une fracture du crâne près de la région temporale droite, compatible avec un impact par objet contondant. Il y avait aussi plusieurs côtes cassées et des preuves de contention. La position des poignets et des chevilles, liées par du fil de fer, indiquait que la victime avait été attachée avant d'être enterrée. Le jeu de crochet de serrurier retrouvé près du corps fut plus tard identifié comme celui de Diane. Son collègue, Eddie Parsons, le reconnut immédiatement, un vieux kit avec un manche en laiton qu'elle utilisait depuis des années. Le manche avait été brisé en deux, probablement lors d'une lutte. Pour les enquêteurs, cette découverte était plus qu'un simple dénouement. C'était la confirmation de ce qu'ils avaient toujours soupçonné. Diane n'avait pas fugué, elle ne s'était pas perdue, elle avait été assassinée. Le bureau du shérif rouvrit l'affaire la semaine même. Chaque document, chaque photo, chaque interview enregistrée de 1998 fut sorti des archives et réexaminé. Les inspecteurs commencèrent à retracer la vie d'un homme, Warren Haskett, le même homme qui avait prétendu qu'elle n'était jamais venue, le même qui avait vendu la propriété et quitté l'État peu de temps après. Mais avant de pouvoir aller plus loin, il restait une dernière chose à faire. Les restes de Diane furent rendus à sa famille pour être inhumés. Les funérailles furent modestes, réunissant principalement des proches, quelques amis intimes et une poignée des premiers adjoints qu'il avait cherchés toutes ces années. Pas de caméra de télévision cette fois, pas de quart de presse, juste une pluie fine et le son d'une mère murmurant adieu à une fille
qu'elle attendait depuis la fin des années 90. Le Knoxville News Sentinel titra « Une fin discrète à des décennies d'attente ». Mais pour les enquêteurs, ce n'était pas une fin du tout. C'était le début de quelque chose qu'ils attendaient depuis près de 20 ans. Car si Diane Vasquez avait enfin été retrouvée, l'homme responsable de l'avoir enterrée sous cette argile du Tennessee était toujours en vie. Et il ne se doutait pas qu'après 19 ans de silence, la terre elle-même l'avait trahi. Lorsque les restes de Diane furent amenés au laboratoire de médecine légale de l'Université du Tennessee, les enquêteurs savaient que le vrai travail ne faisait que commencer. Ils avaient attendu près de 2 décennies pour la retrouver. Il leur fallait maintenant prouver qui l'avait mise là. Chaque os, chaque fibre, chaque particule de terre portait les fragments d'une histoire figée dans le temps. Ce qu'ils ne réalisaient pas encore, c'était à quel point le sol avait tout conservé. Les analystes commencèrent par l'évidence. Le crâne montrait des signes clairs de traumatisme par objet contondant, un seul coup violent près de la tempe droite. Au microscope, les lignes de fracture révélaient un motif distinct, une indentation semi-circulaire avec de fines stries sur un bord. Cela correspondait à la tête d'un marteau arrache-clous d'un modèle bien spécifique, le genre que l'on trouve typiquement dans la caisse à outils d'un charpentier. Le coup aurait rendu Diane inconsciente instantanément. Elle n'aurait eu aucune chance de se battre. Ensuite, les techniciens passèrent au crible la terre incrustée dans ses vêtements. Mélangées à l'argile se trouvaient des particules d'huile de moteur et de fines poussières de béton, une combinaison étrange pour une sépulture si profonde dans les bois. Mais ce n'était pas un hasard. Les enquêteurs se souvinrent d'un détail du dossier original de 1998. Warren Haskett possédait une entreprise de construction. Il travaillait avec du béton et de l'asphalte. L'atelier de sa cabane était connu pour cette même odeur chimique, huile, poussière, produits d'étanchéité. Même après toutes ces années, les micropreuves sous les ongles de Diane leur disaient exactement où elle avait été avant de mourir. Puis vint la percée qui changea tout. Sur les vêtements récupérés de la tombe, les analystes découvrirent la présence non pas d'un, mais de 3 profils ADN masculins distincts. 2 étaient partiels, dégradés par le temps, impossibles à faire correspondre de manière concluante. Le troisième, cependant, était clair. Il appartenait à Haskett. Son ADN correspondait à des échantillons conservés d'une ancienne affaire de violence domestique de 1996 qui n'avait jamais abouti à un procès. C'était déjà accablant, mais la suite leva tout doute. Dans le plateau de preuves, parmi les débris collectés dans la tombe, se trouvait un petit morceau de matériau presque translucide. Agrandi au microscope, la pièce fut identifiée comme un fragment de gant en latex, du type utilisé par les entrepreneurs pour manipuler des produits d'étanchéité ou des diluants à peinture. Sur sa surface intérieure se trouvaient de faibles empreintes papillaires. Les enquêteurs passèrent l'empreinte dans un système d'analyse dactyloscopique. Les résultats revinrent avec une correspondance de 97% avec les empreintes digitales de Haskett. Après 19 ans de rumeurs et de soupçons, la science avait enfin rattrapé le passé. Le bureau du shérif classa immédiatement l'affaire comme un homicide avec agression sexuelle, et le dossier fut rouvert par la division des affaires non résolues du comté. Les inspecteurs commencèrent à réinterroger toute personne encore en vie qui avait connu Haskett ou avait été liée à l'enquête initiale. Beaucoup se souvenaient bien de lui. Son tempérament, son charme, sa façon de mettre les gens mal à l'aise sans jamais élever la voix. Mais les informations les plus importantes
provenaient des archives publiques. En 1998, Haskett n'était pas seul. Il avait passé ce week-end à boire avec deux amis de longue date, Randy Lee Porter, 42 ans, et Dennis Dick Hollis, 38 ans. Les deux hommes avaient un casier judiciaire. Vol à l'étalage, agression, trouble à l'ordre public. Tous deux étaient morts des années plus tard, l'un dans un accident de voiture et l'autre en tombant d'un chantier. Leur mort avait été classée comme accidentelle. Rétrospectivement, les enquêteurs les voyaient différemment, comme des témoins gênants qui avaient opportunément disparu. Ils exhumèrent des reçus de magasins et des déclarations de témoins des dossiers originaux. L'un d'eux, daté de l'après-midi de la disparition de Diane, montrait un achat dans un magasin d'alcool local effectué par les trois hommes vers 14h30. Le propriétaire, toujours en vie, se souvenait bien d'eux. Il raconta aux inspecteurs qu'ils étaient entrés en riant, avec une caisse de bière et une bouteille de bourbon, plaisantant sur le fait qu'ils montaient à la cabane pour réparer quelque chose. Quelques heures plus tard, l'appel à la serrurerie de Diane avait été passé depuis la ligne fixe de Haskett. Cette séquence, l'achat d'alcool, la cabane, l'appel, dessinait une image glaçante. Diane était tombée dans un piège. Les inspecteurs reconstituèrent la chronologie probable. Les hommes avaient bu tout l'après-midi. Quelque chose à la cabane, une serrure défectueuse, une porte coincée, peut-être même une mauvaise blague, avait poussé Haskett à appeler à l'aide. Quand Diane arriva, ils la maîtrisèrent. La lutte fut courte mais violente. Le manche de crochet brisé retrouvé à côté de ses restes correspondait à des marques de perforation sur l'os de sa paume. Elle avait tenté de se défendre. Le coup de marteau fatal avait suivi quelques instants plus tard. Ensuite, il lui avait lié les poignets et les chevilles, l'avait enterré derrière la remise et avait recouvert la tombe de débris de construction pour masquer la terre retournée. C'était méthodique, planifié, et pourtant, il n'avait pas réalisé à quel point la terre elle-même se souviendrait. Lorsque les conclusions furent présentées au bureau du procureur, il était clair qu'il ne s'agissait plus seulement d'une femme disparue. Il s'agissait d'un meurtre. Le procureur autorisa un mandat d'arrêt contre Warren Haskett, qui vivait alors tranquillement en Alabama, travaillant sous une autre licence d'entrepreneur. Les inspecteurs décrivirent l'atmosphère au bureau du shérif comme un mélange d'incrédulité et de sombre satisfaction. Certains avaient attendu la moitié de leur carrière pour ce moment. D'autres étaient juste assez âgés pour se souvenir d'avoir été des enfants quand la disparition de Diane faisait la une des journaux. Avant que l'équipe d'arrestation n'intervienne, ils voulaient être certains de leurs faits. Ils passèrent des semaines à vérifier chaque élément de preuve scientifique. Ils firent analyser à nouveau le fragment de gant par des laboratoires indépendants à Nashville et à Quantico. Les deux confirmèrent la correspondance. Ils vérifièrent les séquences ADN des vêtements de Diane dans la base de données nationale CODIS. Toujours aucune correspondance pour les deux autres hommes, confirmant qu'ils n'avaient jamais été arrêtés pour quoi que ce soit après 1988. Cela concordait parfaitement avec la chronologie de leur mort. Lorsqu'une ancienne petite amie de Haskett fut interrogée, elle ajouta un dernier détail glaçant. Elle raconta qu'il lui avait dit un jour qu'il y avait des choses enterrées dans le Tennessee que personne ne déterrerait jamais. Elle avait pensé que c'était des paroles en l'air, le genre de choses que les hommes disent quand ils sont ivres ou amers. Mais en voyant les nouvelles de la découverte de l'équipe de voirie, elle s'était immédiatement manifestée. Sa déclaration,
combinée aux preuves matérielles, scella l'affaire. Pour la première fois en près de 20 ans, les enquêteurs avaient à la fois la science et le récit pour étayer ce que tout le monde dans le comté de Blount avait toujours cru. Diane Vasquez avait été assassinée la nuit où elle était allée réparer cette serrure de cabane, et Warren Haskett n'avait jamais quitté la scène du crime. Le shérif, qui rouvrit l'affaire, décrivit plus tard cela comme un jugement posthume. 2 des coupables étaient déjà dans leur tombe, leurs secrets enterrés avec eux. Le troisième, toujours en vie, était sur le point d'affronter les fantômes de ceux qui l'avaient aidé. Lorsque le mandat d'arrêt fut enfin signé, il portait plus qu'un simple nom. Il portait 19 ans de silence, attendant d'être brisé. Et l'homme qui s'était autrefois vanté d'avoir enterré quelque chose si profondément que personne ne le trouverait jamais, ne se doutait pas que le sol qu'il avait choisi avait lentement accumulé sa culpabilité, couche par couche, jusqu'à ce que la vérité elle-même soit prête à ressurgir. À l'hiver 2018, ce qui avait commencé comme une découverte discrète sur une route de campagne du Tennessee était devenu l'un des procès pour affaires non résolues les plus importants de l'histoire du comté de Blount. Après des mois de réanalyse, de vérification et de coordination inter-États, les autorités passèrent enfin à l'action. Le matin du 23 janvier, des adjoints du shérif du comté de Baldwin, en Alabama, arrivèrent devant une modeste maison de plain-pied près de Mobile. L'homme qu'ils venaient chercher y vivait sous son vrai nom depuis près d'une décennie. Quand ils lui dirent pourquoi ils étaient là, il ne posa aucune question. Il hocha simplement la tête, sortit et les laissa lui passer les menottes. À 60 ans, Warren Haskett ne ressemblait en rien à l'homme qui avait autrefois fait l'objet de craintes chuchotées dans le comté de Blount. Il était plus corpulent, plus grisonnant, plus lent. Les voisins dirent plus tard qu'il semblait poli, calme, le genre d'homme qui tond sa pelouse le dimanche et salue les enfants depuis son porche. Mais quand les adjoints lui lurent en ses droits, le silence qui suivit parut lourd, presque répété. Il fut extradé vers le Tennessee en quelques jours, incarcéré à la prison du comté de Maryville et inculpé de meurtre au premier degré et de viol aggravé. Le dossier qui le suivit au tribunal faisait près de 2 décennies d'épaisseur, rempli de vieilles photographies, de rapports jaunis et de toutes nouvelles preuves scientifiques. Le procès allait durer 9 jours, mais l'histoire qu'il racontait attendait depuis 19 ans d'être entendue. L'accusation commença par reconstituer les dernières heures de la vie de Diane Vasquez. À l'aide de témoignages et de chronologies médico-légales, ils exposèrent une séquence d'événements d'une précision effrayante. Le 14 octobre 1988, Haskett avait appelé la boutique de Diane peu après 15 heures, prétendant avoir besoin de faire réparer la serrure de sa cabane. Il avait passé cet appel après avoir passé la majeure partie de l'après-midi à boire avec 2 amis, Randy Porter et Dennis Hollis. Quand Diane arriva, ils l'attirèrent à l'intérieur sous prétexte de lui montrer le mécanisme de la porte. Les preuves suggéraient qu'une altercation avait éclaté presque immédiatement. Elle s'était débattue avec acharnement, utilisant son crochet de serrurier comme une arme, mais elle était en infériorité numérique. La cause du décès, témoignèrent les experts légistes, était un traumatisme par objet contondant compatible avec un marteau arrache-clous. Son corps avait été ligoté, enterré derrière un muret de soutènement près de la remise arrière et recouvert de débris de construction pour masquer la terre remuée.
Les procureurs soulignèrent qu'il s'agissait d'une agression planifiée et non d'un crime spontané. Ils montrèrent comment les hommes avaient acheté de l'alcool des heures avant que l'appel ne soit passé, comment le site d'inhumation avait été creusé dans un sol fraîchement retourné et comment Haskett avait vendu la propriété moins de 6 mois plus tard, un acte de dissimulation délibérée. Chaque élément de preuve racontait la même histoire. Diane n'avait eu aucune chance. La défense avait peu d'arguments à opposer. Elle plaida la contamination, affirmant que l'ADN aurait pu être transféré lors des interventions de Diane dans diverses maisons du comté. Elle mit en doute la fiabilité d'échantillons vieux de 20 ans. Elle qualifia les souvenirs des témoins de déformés par le temps. Mais la science ne plia pas. Les empreintes papillaires sur le fragment de gant en latex étaient irréfutables. L'huile de moteur et la poussière de béton trouvées sur les vêtements de Diane correspondaient à des échantillons prélevés directement dans l'ancien atelier de Haskett. Et le coup le plus dévastateur vint d'un témoignage que personne n'attendait. Une ancienne petite amie de Haskett s'avança à la barre, visiblement secouée. Elle a parlé au juré d'une nuit, des années auparavant, aux alentours de 2002. Haskett, sous l'emprise de l'alcool, s'était mis à évoquer son passé dans le Tennessee. Il lui avait avoué « Ils ne la retrouveront jamais, cette fille. Elle n'a jamais quitté ma propriété. » T'es dampo, t'es ami, t'es dit. Le silence s'est fait dans la salle d'audience. Ces mots résonnèrent avec une force qu'aucune preuve scientifique n'aurait pu égaler. Pour la famille de Diane, c'était la première fois qu'ils entendaient quelqu'un d'autre confirmer ce qu'ils avaient toujours su, qu'il avait gardé le secret pendant toutes ces années, persuadé de son impunité. Le jury délibéra moins de 4 heures. À son retour, le verdict fut unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation. Haskett demeura impassible, fixant simplement la table devant lui, tandis que le greffier lisait les charges à voix haute. Lors du prononcé de la sentence, la salle était comble. Au fond se tenaient des officiers à la retraite qui avaient travaillé sur l'affaire à l'époque. Des journalistes de Knoxville et Chattanooga couvraient l'événement en direct, mais tous les regards étaient rivés sur une seule personne, la mère de Diane, Teresa Vasquez. Quand on lui donna la parole, elle s'avança lentement, les mains légèrement tremblantes, pour faire face à l'homme qui lui avait pris sa fille. Sa voix était douce, mais chaque mot portait un poids immense. « Vous l'avez arraché au monde, » dit-elle, « mais le monde l'a retrouvé. » Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement une forme de finalité. Les années d'attente, les nuits blanches et l'espoir déclinant, tout cela avait culminé dans cette unique phrase. Le juge prononça une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération. Haskett fut conduit hors du tribunal, entravé. Un des adjoints du shérif raconta plus tard qu'il ne s'était pas retourné une seule fois. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Diane Vasquez devint un symbole dans le comté de Blount, un symbole de justice, mais aussi de persévérance. Son cas inspira de nouveaux financements pour les programmes d'analyse d'affaires non élucidés, encourageant le réexamen d'autres disparitions dans la région. La presse locale revint sur d'anciennes enquêtes, rappelant au public les progrès de la science médico-légale et combien de familles attendaient encore des réponses. Pour Teresa, la suite fut plus discrète. Les journalistes la décrivirent comme une femme qui apprenait enfin à vivre avec des réponses. Elle cessa d'allumer la bougie sur le manteau de sa cheminée, mais laissa la photo de Diane à sa place, au-dessus de l'âtre,
à côté d'un vase de fleurs fraîches. Un an plus tard, les autorités du comté organisèrent une petite cérémonie sur Dry Creek Road, près du lieu où ces restes avaient été découverts. La route fut reconstruite et rebaptisée Col Vasquez. Une plaque de bronze y fut installée, gravée de ces simples mots, à la mémoire de ceux que l'on retrouve enfin. Au fil des années, les gens continuèrent d'emprunter cette route, inconscients de ce qui avait jadis été caché sous l'asphalte. Le paysage avait retrouvé son apparence ordinaire. Un bitume lisse, de nouvelles glissières de sécurité, un talus couvert d'herbes sauvages. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, ce n'était pas une route comme les autres. C'était la preuve que le temps, la terre et le silence ne pourraient jamais ensevelir la vérité pour toujours. Et quelque part, dans le calme de ces collines du Tennessee, là où un simple appel téléphonique avait tout changé, l'histoire de Diane bouclait enfin la boucle. Non pas au son d'une porte qui se verrouille, mais dans l'écho de son ouverture, 19 ans plus tard, sur la lumière.